Le plus troublant, dans cette histoire, n'est pas qu'un homme ait régné par la peur. Dans l'Union soviétique de l'après-guerre, la peur était partout. Le plus troublant, c'est autre chose. Pendant près de 20 ans, celui qui savait faire trembler les autres a lui-même fini par tomber dans un silence de stupeur, face à des hommes qui, la veille d'encore, n'osaient pas le regarder trop longtemps dans les yeux. Il s'appelait Lavrenti Pavlovitch Beria. Son nom à lui seul suffisait à figer une pièce. Des maréchaux couverts des victoires les plus éclatantes contre l'Allemagne hitlérienne le redoutaient. Des ministres qui dirigeaient un empire immense parlaient mais que devant lui avec prudence. Et selon plusieurs témoignages rapportés plus tard, même Staline, l'homme qui tenait sous son pouvoir 200 millions d'êtres humains, n'était plus entièrement à l'aise en sa présence dans les dernières années de sa vie. Cela paraît presque impossible. Comment l'homme le plus craint du système pouvait-il inquiéter jusqu'au maître du système lui-même? La réponse tient en un mot. Il savait. Il savait trop de choses. Sur chacun. Sur les fidélités de façade, sur les dérapages d'une carrière, sur les phrases prononcées derrière une porte fermée, sur les liens discrets, sur les ambitions cachées, sur les peurs intimes. Il disposait de dossiers compromettants. Il entretenait des réseaux d'informateurs. Et selon ce que l'on disait alors, puis selon ce qu'ont confirmé plus tard des documents déclassifiés d'après la source, il faisait installer des micros jusque dans les bureaux du Kremlin. Dans un régime où chaque mot pouvait devenir un piège, celui qui possédait les mots des autres possédait bien davantage que du renseignement. Il possédait une forme de vie et de mort politique. Il n'avait pas besoin de hausser la voix pour rappeler son pouvoir. Il lui suffisait souvent d'un regard, d'une allusion, d'une précision glissée au détour d'une conversation. Une date, un nom, un détail qui n'aurait jamais dû se trouver entre ses mains. Alors chacun comprenait. Rien n'était oublié, rien n'était vraiment privé. Rien n'échappait tout à fait à cet homme trapu, aux lunettes épaisses dont la réputation s'était construite moins dans l'éclat que dans l'efficacité glacée. Pendant environ 20 ans, Beria transforma cette mécanique en instrument personnel de domination. La peur n'était pas autour de lui comme un simple halo de fonction. Elle était son outil de travail. Elle entrait dans les bureaux avant lui. Elle restait après son départ. Les maréchaux savaient qu'ils pouvaient les perdre. Les ministres savaient qu'ils pouvaient les détruire. Les apparatchiks savaient qu'ils pouvaient retrouver une phrase ancienne, un lien familial, une erreur administrative, un retard d'enthousiasme, n'importe quoi. Dans cet univers, la faute la plus utile n'était pas toujours la plus grave. C'était celle qu'on gardait en réserve. Et pourtant, malgré cette puissance, malgré ce savoir, malgré cette réputation d'intouchable, tout bascule brusquement. Une seule journée, une seule opération, quelques minutes décisives. Le 26 juin 1953, au cœur même du pouvoir soviétique, l'homme devant qui tout le monde s'était si longtemps tenu sur ses gardes se retrouve à son tour pris au piège. Pas au terme d'une guerre ouverte, pas après une longue lutte publique. Pas à la suite d'un soulèvement. Non. Son renversement, tel que la source le met en scène, a quelque chose de presque irréel. Ceux qui avaient vécu des années dans sa crainte trouvent soudain le courage d'agir ensemble, vite en silence avant qu'il ne les frappe lui-même. C'est là que commence véritablement l'énigme. Car pour arrêter Beria, il ne suffisait pas de le haïr. Beaucoup le haïssaient sans doute. Il ne suffisait même pas de vouloir sa chute. Encore fallait-il oser. Oser contre un homme qui avait bâti sa carrière sur l'information cachée, les réseaux parallèles, la surveillance permanente, oser contre quelqu'un dont la force venait précisément du fait que personne ne croyait possible de l'atteindre. Oser, enfin, quand on savait qu'une hésitation, une fuite, un mot de trop, pouvait y se payer immédiatement. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi si vite? Pourquoi avec une apparente absence de résistance? Et surtout, comment des hommes qui avaient passé leur vie à se protéger de lui ont-ils réussi à l'approcher assez près pour le neutraliser? Ces questions traversent toute l'affaire. Parce que l'arrestation de Beria n'est pas seulement l'histoire d'une lutte de succession au sommet de l'État soviétique. C'est l'histoire d'un prédateur devenu proie. L'histoire d'un système où chacun observait chacun, où personne n'était innocent, où la loyauté n'effaçait jamais la méfiance et où le survivant n'était pas toujours le plus fort, mais parfois le plus rapide. Il faut imaginer l'atmosphère de ces dernières années du stalinisme. Au sommet, les hommes qui entourent le chef ne sont pas de simples exécutants, mécaniques.
Ce sont des vétérans du pouvoir, endurcis, calculateurs, rompus à la discipline, mais aussi rongés par l'insécurité. Ils ont vu disparaître des collègues plus brillants qu'eux, des subordonnés plus prudents qu'eux, des serviteurs exemplaires tombés du jour au lendemain. Ils savent sans que la proximité du pouvoir ne protège pas. Au contraire, elle expose. Plus on monte, plus on est visible. Plus on est visible, plus on est vulnérable. Dans ce climat, Beria occupe une place singulière. Il n'est pas seulement un dignitaire parmi d'autres, il est celui qui, par fonction et par méthode, a accès aux zones que les autres préfèrent taire. Il est le gardien des archives compromettantes, l'architecte des surveillances, l'homme des rapports confidentiels, des notes discrètes, des transmissions orales, des recoupements. À travers les dossiers, il tient les biographies officielles et les vies parallèles. À travers les informateurs, il transforme les couloirs, les appartements de service, les cabinets ministériels et les antichambres en terrain de chasse. Les micros dans les bureaux du Kremlin résument à eux seuls cette époque. Qu'ils fussent connus, soupçonnés ou seulement redoutés, leur existence changeait tout. Car une écoute n'a pas seulement pour effet de capter une parole. Elle modifie la parole avant même qu'elle soit prononcée. Elle introduit l'autocensure dans chaque phrase. Elle pousse à la prudence, puis à l'ambiguïté, puis au mutisme. Quand un homme peut vous entendre sans être là, il est déjà dans la pièce avant son entrée. Voilà pourquoi la peur qu'inspirait Beria dépassait la simple terreur administrative. Elle devenait une présence mentale. On pouvait échapper un instant à sa vue, pas à son ombre. On se demandait ce qu'il savait déjà. On se demandait qui parlait pour lui. On se demandait quel dossier, quelle note, quelle transcription reposait quelque part, prête à ressortir au moment utile. C'est cette incertitude qui le rendait si redoutable. Le danger n'était pas toujours visible, il était latent, suspendu, continuellement possible. Même Staline, selon des témoins mentionnés dans la source, aurait fini par ressentir cette gêne croissante. Cela ne signifie pas qu'il avait perdu le contrôle de l'État au profit de Beria. Ce serait allé trop loin. Mais cela dit quelque chose d'essentiel sur les dernières années du régime. La machine de surveillance, une fois portée à un tel degré de perfection, pouvait inquiéter même ceux qui l'avaient en nourri. Un chef absolu peut exiger des rapports sur tout le monde. Il n'aime pas toujours découvrir qu'un autre possède aussi des rapports sur lui. C'est peut-être là l'une des lois secrètes des régimes fondés sur la suspicion. L'outil créé pour protéger le sommet finit par devenir une menace pour le sommet. Plus Beria accumule d'informations, plus il devient utile. Et plus il devient utile, plus il devient dangereux. Parce qu'un homme qui sait tout n'est jamais un simple serviteur, il est un risque permanent. Le plus frappant, c'est que rien en apparence ne semblait pouvoir l'arrêter. Ni la guerre qui avait bouleversé le pays, ni la mort de millions de personnes qui avaient transformé l'échelle même du tragique, ni même, semble-t-il, la volonté du chef, si l'on en croit le malaise croissant des dernières années. Beria avait traversé les tempêtes du système non comme une victime potentielle, mais comme l'un de ses mécaniciens les plus efficaces. Il faisait partie de ces hommes que l'on imaginait moins tomber que déplacer les autres. Et puis vient ce retournement presque abrupt, que l'on ne comprend pas si l'on ne prend pas au sérieux la psychologie de ceux qui l'entourent. Car ses futurs adversaires ne sont pas des héros romanesques surgis de nulle part. Ce sont des hommes qui ont longtemps tremblé devant lui. Des hommes qui connaissent pour sa patience, sa mémoire, son habitude d'attendre le bon moment. Des hommes qui savent qu'en politique soviétique, l'initiative ratée n'est pas une erreur, mais une condamnation. S'ils se décident à agir, c'est qu'ils finissent par considérer l'inaction comme plus dangereuse encore. Le 26 juin 1953 devient alors bien plus qu'une date. C'est un point de bascule, le jour où la peur change de camp. Le jour où l'homme des arrestations se retrouve, selon la formule rapportée, confronté à l'inimaginable. Le jour où, dans une salle fermée, au milieu de visages connus, l'ordre tombe enfin sur lui. La scène telle qu'elle est restée dans les récits tient en quelques mots et n'en est que plus saisissante. Lui regarde autour de lui, comprend que quelque chose ne suit plus le rituel ordinaire du pouvoir et demande « Koto značić ?» Puis vient la réponse, sèche, nue, presque incroyable après tant d'années d'impunité « Jesteś aresztowany ». Arrêté, lui. C'est cette fracture que nous allons suivre. Mais pour comprendre comment une telle scène a été possible, il faut remonter en arrière. Bien avant le Kremlin figé de l'été 1953. Bien avant les micros, les dossiers et les regards qui se baissent.
Il faut revenir aux origines de cet homme, à la Géorgie, à son ascension, à la manière dont il s'est rendu indispensable, puis redouté, puis presque inattaquable. Car on n'arrête pas en un jour un personnage comme Beria sans comprendre d'abord comment, pendant 20 ans, il a appris à tenir tout un monde par la peur. Pour comprendre pourquoi son nom faisait taire une salle entière, il faut quitter un instant le Kremlin de 1953 et revenir en arrière jusqu'à une autre lumière dans une autre ville, Tbilissi, année 1938. Sur l'avenue Roustaveli, dans un bâtiment où les bureaux se vident peu à peu, une fenêtre reste allumée tard dans la nuit. Derrière cette lumière, un homme travaille encore. Rien à première vue n'évoque la figure théâtrale du tyran. Il n'a ni la stature d'un tribun ni l'énergie visible d'un chef de guerre. Il est de petite taille, corpulent, le visage fermé par de lourdes lunettes. Sa voix, dit la source, est basse. Il crie rarement. Il ne se met pas en scène. Chez lui, l'intimidation ne passe pas par l'éclat, mais par autre chose, l'impression d'une efficacité sans bruit, d'une volonté qui ne s'épuise pas en gestes inutiles. Il n'est pas l'homme de l'explosion. Il est l'homme qui règle les affaires. À ce moment-là, Lavrenti Pavlovitch Beria est premier secrétaire du Parti communiste de Géorgie. C'est déjà une position majeure. Mais ce qui se joue alors dépasse la carrière d'un dirigeant régional. Staline l'a remarqué, évalué, testé, et la proposition qui arrive de Moscou va faire basculer son destin. Prendre la tête du NKVD, l'immense appareil chargé des affaires intérieures, de la sécurité, des prisons, des enquêtes, et en pratique d'une part décisive de la coercition d'État. Ce n'était pas une promotion ordinaire, c'est un passage de seuil. Pour mesurer ce que cela signifie, il faut revenir plus loin encore, jusqu'au commencement social de cet homme qui, plus tard, manipulera les secrets du plus grand pays du monde. Beria naît en 1899 dans le village de Mercheoli, en Abkhazie. Le cadre n'a rien de prestigieux. La famille est modeste. Son père est un paysan pauvre. La source retient un détail qui, dans une biographie de ce genre, pèse plus lourd qu'il n'y paraît. Sa mère vend une vache pour financer les études de son fils. Dans un univers rural, ce n'est pas un geste anodin. C'est un sacrifice concret, presque matériellement douloureux, au service d'une promesse, l'éducation comme sortie possible. Le jeune Beria est présenté comme brillant. Il suit une formation d'ingénieur. Cet élément compte car il éclaire une part de sa méthode future. Chez lui, la politique ne prendra jamais tout à fait la forme du lyrisme révolutionnaire. Elle gardera quelque chose de technique, d'organisationnel, de froidement fonctionnel, non pas seulement détruire, mais agencer. Non pas seulement ordonner, mais faire tourner la machine. Il entre dans l'activité révolutionnaire dès l'âge de 18 ans, rejoint le parti bolchevique et, pendant la guerre civile, travaille déjà dans le renseignement. On voit apparaître ici son trait central, celui que la source met au premier plan. Il sait devenir indispensable. C'est une qualité plus rare qu'il n'y paraît. Beaucoup d'hommes du système soviétique savent obéir. D'autres savent intriguer. D'autres encore savent frapper fort. Beria, lui, comprend comment fournir précisément ce qui manque à un supérieur au moment où celui-ci en a besoin. Une information, un service, une solution, parfois la disparition politique d'un rival. Il sait où se rendre utile, il sait à qui parler. Il sait quel résultat présenter. Dans un système où les fidélités se mesurent aux preuves concrètes, cette faculté vaut davantage que l'éloquence. Avant Moscou, c'est en Géorgie qu'il consolide sa réputation. Il y mène de vastes purges. La formule peut sembler administrative. Elle recouvre pourtant une réalité lourde, des milliers d'arrestations, des condamnations, des exécutions. La source ne l'entoure d'aucune ambiguïté. Beria n'arrive pas au sommet comme un technicien neutre happé par la violence d'État. Il a déjà fait ses preuves dans l'exercice de la répression à grande échelle. Il sait comment transformer des décisions politiques en procédures, puis des procédures en destins brisés. Il sait faire fonctionner la terreur. Mais c'est précisément là que son profil devient plus inquiétant que celui d'un simple bourreau. En parallèle, il entretient l'image d'un administrateur efficace. Des routes sont construites, des usines fonctionnent. La République géorgienne peut donner l'apparence d'un territoire bien tenu, presque prospère à l'échelle des standards soviétiques de l'époque. Ce double visage est essentiel. Beria ne se contente pas de frapper, il administre. Il ne se contente pas de réprimer. Il produit des résultats visibles.
Il peut donc apparaître, selon l'angle choisi, comme un exécuteur loyal ou comme un gestionnaire moderne. C'est sans doute cette combinaison qui séduit Staline. Dans l'Union soviétique de la fin des années 30, l'efficacité n'est jamais évaluée séparément de la capacité à discipliner. Un homme qui sait construire sans hésiter à purger est un homme précieux. Un homme qui sait faire peur tout en donnant l'image de l'ordre et du rendement est plus précieux encore. Beria ne représente pas une contradiction entre administration et terreur, il représente leur fusion. Lorsqu'il est appelé à Moscou, le contexte est explosif. En novembre 1938, il devient commissaire du peuple aux affaires intérieures de l'Union soviétique. Il a alors 39 ans. Il prend la suite de Nikolaï Yezhov, celui que la source désigne par son surnom sinistre de nain sanglant. Le pays sort du pic de la Grande Terreur. Les chiffres donnés pour 1937 et 1938 donnent le vertige. Environ 1,5 million d'arrestations, plus de 700 000 exécutions. L'arrivée de Beria peut alors être perçue au début comme un soulagement relatif. Il ralentit un peu le rythme des répressions. Il fait libérer une partie des détenus. Par contraste avec Yezhov, il passe pour un pragmatique. Dans un système habitué aux emballements idéologiques et aux campagnes frénétiques, cette inflexion peut être lue comme une forme de modération. Certains y voient s'imaginer peut-être le retour d'une rationalité, mais ce serait une illusion dangereuse. La source insiste sur ce point. Beria ne change pas le fond, il change la forme. Il remplace l'excès chaotique par l'organisation. Il substitue à la tempête une gestion plus méthodique. Il ne démonte pas la machine, il l'ajuste. Il la rend plus stable, plus prévisible pour le sommet, plus utile à l'État et, en même temps, plus durable. Le caractère massif de la terreur ne disparaît pas, il s'institutionnalise. Sous sa direction, le NKVD devient un État dans l'État. Cette formule n'est pas une métaphore vague, elle décrit une concentration de pouvoir exceptionnelle. L'institution dispose de ses propres prisons, de ses propres tribunaux, de ses troïkas, de ses dvoïkas, de ses troupes, de son renseignement, de son économie. Autrement dit, elle n'est pas simplement chargée d'arrêter. Elle peut surveiller, instruire, juger, enfermer, déplacer et exploiter. Elle produit ses informations, ses décisions et ses effets matériels dans un même circuit. Une fois un tel appareil en place, la peur change de nature. Elle n'est plus seulement un choc périodique imposé d'en haut. Elle devient un environnement administratif continu. Chaque étape de la coercition peut être gérée à l'intérieur du même ensemble. On entre dans un système où la police politique n'est plus un instrument parmi d'autres, mais une structure capable de se suffire presque à elle-même. Le goulag en est l'un des piliers les plus révélateurs. Sous Beria, il n'est pas seulement un espace de punition ou d'élimination sociale, il devient aussi une ressource économique. Les détenus extraient du charbon, de l'or, coupent le bois, construisent des canaux, des chemins de fer, travaillant dans des usines. La contrainte humaine est intégrée à la planification matérielle. Le camp n'est pas en marge de l'économie. Il en devient l'une des réserves de main-d'œuvre les plus brutales et les plus flexibles. Les chiffres retenus par la source donnent l'échelle de cette administration de la captivité. Au début des années 40, environ 1 500 000 détenus se trouvent sous son contrôle. À la fin de la guerre, ils sont plus d'1 700 000. Derrière ces nombres, il n'y a pas seulement l'immensité d'un système concentrationnaire, il y a aussi la preuve d'une logique d'État où l'enfermement, le travail forcé, la production et la sécurité se trouvent liés. C'est là que Beria se distingue durablement dans la hiérarchie soviétique. Beaucoup d'hommes du régime savent obéir à Staline. Quelques-uns savent gouverner un secteur. Lui, il sait transformer la violence en administration rentable. Il sait faire de la terreur un mode de gestion. Il sait donner au sommet politique ce qu'il recherche avant tout, le contrôle, les résultats, la disponibilité d'un appareil capable d'exécuter sans discussion. On comprend alors pourquoi sa réputation s'épaissit si vite. Il n'apparaît pas comme un fanatique emporté par sa propre ferveur. Il apparaît comme quelque chose de plus difficile à contenir. Un organisateur, un homme capable de ralentir ici, d'intensifier là, de corriger une procédure, de libérer certains détenus tout en consolidant le système qui les a produits. Cette capacité à paraître raisonnable sans cesser d'être redoutable est l'une des clés de sa puissance future.
Le soulagement qu'il inspire au départ à certains milieux du pouvoir n'est donc pas le signe d'une rupture morale, c'est le signe d'un changement de style. Après la fureur plus désordonnée de la Grande Terreur, son pragmatisme peut rassurer ceux qui veulent, avant tout, que la machine redevienne gouvernable. Or, une machine gouvernable peut être plus dangereuse encore qu'une machine affolée, parce qu'elle dure, parce qu'elle apprend, parce qu'elle se perfectionne. Cette mutation compte pour la suite. L'homme qui, en 1953, fera trembler les maréchaux et les ministres ne surgit pas soudainement du néant. Il se fabrique ici, dans cette décennie où la violence de masse cesse d'être seulement une convulsion et devient une méthode de gouvernement. Beria n'est pas le créateur absolu de cette logique, mais il en devient l'un des gestionnaires les plus efficaces. Il lui donne une forme plus disciplinée, plus technique, plus intégrée aux besoins de l'État. Et c'est précisément cela qui le rend si difficile à combattre plus tard. On peut s'opposer à un homme emporté par ses excès. Il est plus difficile d'abattre un homme qui semble utile à tout, un homme qui sait réprimer, produire, organiser, informer. Un homme qui tient ensemble les rouages de la peur et ceux de l'administration. Un homme dont l'ascension n'est pas fondée sur un coup d'éclat, mais sur une accumulation de services rendus et de résultats livrés. À la fin de cette étape, le décor est en place. Beria a quitté les marges géorgiennes pour entrer au cœur du pouvoir soviétique. Il n'a pas simplement rejoint une institution décisive, il a pris la tête d'un univers doté de ses propres tribunaux, de ses propres troupes, de ses propres prisons, de sa propre économie. Il ne dirige pas seulement une police, il dirige un système autonome à l'intérieur du système. Et c'est là la vraie naissance de sa puissance. Non pas au moment où il ordonne, mais au moment où il comprend que la peur, pour durer, doit être organisée comme une administration. Ni pure panique, ni simple brutalité, mais routine, dossier, procédure, extraction de travail, circuit fermé de surveillance et de sanction. La terreur sous sa main devient non pas plus visible, mais plus fonctionnelle. Bientôt, la guerre va élargir encore son champ d'action. L'invasion allemande, l'évacuation de l'industrie, les déportations de peuples entiers, puis le projet atomique vont lui offrir un terrain infiniment plus vaste. C'est là que l'homme déjà redouté va devenir, aux yeux du sommet, presque indispensable. Et dans l'Union soviétique de Staline, devenir indispensable était peut-être la forme la plus dangereuse de la réussite. Quand la guerre arrive, beaucoup d'hommes du système soviétique vacillent. Les hiérarchies tremblent, les certitudes se brisent, les appareils administratifs se découvrent soudain trop lents pour l'ampleur du désastre. En juin 1941, l'invasion allemande provoque à Moscou un choc d'une violence extrême. Le régime, qui se voulait invulnérable, se retrouve confronté à une avancée fulgurante. La peur change encore de forme. Elle n'est plus seulement politique, elle devient existentielle. La question n'est plus seulement de conserver sa place, mais de savoir si l'État lui-même va survivre. Dans ce moment de panique, la source insiste sur un contraste. Alors que beaucoup s'agitent, Beria, lui, reste calme. Ce calme n'a rien de rassurant au sens humain du terme. Il signale autre chose, une aptitude particulière à fonctionner dans les situations limites, à transformer le désordre en chaîne de commandement, à traiter la catastrophe comme un problème d'exécution. C'est précisément dans ce type de crise que sa valeur augmente aux yeux du pouvoir. L'une de ses tâches majeures est alors la coordination de l'évacuation des entreprises industrielles vers l'Est. C'est un chantier immense, presque inimaginable à l'échelle logistique. Il faut déplacer des usines, des équipements, des équipes, des flux de production, arracher à l'avancée allemande ce qui peut encore l'être et le reconstituer loin du front. Dans l'histoire soviétique de la guerre, cette évacuation compte parmi les opérations décisives de survie de l'État. Elle demande de la brutalité administrative, de la rapidité, une capacité à imposer des priorités sans discussion. Toute qualité que Beria possède déjà. Ce genre de mission lui convient parfaitement. Il agit dans les interstices où le pouvoir politique a besoin d'un homme capable de faire obéir, de trancher et de livrer un résultat. La guerre ne réduit donc pas son importance, elle l'accroît. Elle lui offre même un cadre dans lequel sa dureté peut être présentée non comme un excès, mais comme une nécessité. Sous le couvert de l'urgence nationale, les méthodes coercitives prennent un aspect encore plus fonctionnel. Mais la guerre n'élargit pas seulement son rôle dans l'économie et l'appareil de sécurité. Elle ouvre aussi l'un des chapitres les plus sombres de son activité,
les déportations de peuples entiers jugés suspects de déloyauté par Staline. La source cite les Tchétchènes, les Ingouches, les Allemands de la Volga, les Tatars de Crimée. Ici encore, il ne s'agit pas d'une violence improvisée. Il s'agit d'opérations menées à l'échelle collective, pensées comme des décisions d'État, appliquées selon une logique de masse où une population entière est assimilée aux soupçons qui pèsent sur elle. Le cas mentionné pour février 1944 donne la mesure de cette mécanique. En quelques jours, environ 500 000 personnes sont déportées de Tchétchénie et d'Ingouchie sur son ordre. 500 000. Le chiffre écrit ainsi garde quelque chose d'abstrait. Mais il désigne une réalité d'une brutalité froide, des familles entières déplacées, embarquées, arrachées à leur territoire en un temps très court, sans marge, sans recours. La source ajoute un élément essentiel. Des milliers meurent pendant le transport. Ce détail suffit à rappeler ce que signifie administrer une déportation de masse. Il ne s'agit pas seulement d'un changement forcé de résidence, il s'agit d'un processus où l'État déplace des populations comme une charge logistique, où l'urgence et la contrainte écrasent tout le reste, où la mortalité en route devient l'une des conséquences prévisibles du mécanisme lui-même. Et là encore, Beria apparaît comme l'homme capable de faire exécuter l'ordre, de coordonner les structures, de garantir le passage de la décision politique à sa réalisation concrète. C'est cette accumulation qui le rend de plus en plus central. La guerre révèle chez lui une qualité qui, dans l'univers stalinien, pèse plus lourd que tout autre, l'aptitude à prendre en main les tâches les plus dures sans laisser apparaître d'hésitation. Évacuer l'industrie, organiser les appareils de sécurité, mettre en œuvre des déportations massives. Chaque fois, son rôle se situe au point où la volonté du sommet doit devenir réalité. Plus l'État est resté sous pression, plus un tel homme devient précieux. Et puis, après la guerre, une nouvelle mission le fait encore changer de dimension. À partir de 1945, Beria prend la tête du projet atomique soviétique. Il faut mesurer ce que cela signifie dans le contexte de l'époque. La guerre vient de s'achever, l'équilibre mondial se redessine, et la bombe atomique apparaît désormais comme le symbole absolu de la puissance stratégique. Pour Staline, il n'est pas question de rester dépendant d'un rapport de force où l'Union soviétique serait en retard. Il faut aller vite, très vite, et pour aller vite, il faut quelqu'un qui sache imposer la vitesse. Ce quelqu'un, c'est Beria. Le choix peut sembler paradoxal, confier l'effort scientifique le plus complexe à un homme venu de la police politique. Mais en réalité, il correspond à la logique du système. Le projet atomique n'est pas pensé comme une aventure académique. C'est une priorité d'État au sens le plus dur du terme, c'est-à-dire un secteur où l'on exige simultanément secret, discipline, rendement, centralisation et résultat. Beria, dans cette configuration, n'est pas chargé de faire la science lui-même. Il est chargé de faire aboutir l'ensemble. La source évoque des milliers de scientifiques travaillant à une vitesse extrême. Elle ajoute, avec toute la prudence nécessaire dans la formulation, que beaucoup le feraient littéralement sous la menace d'être fusillés. Il faut présenter cela comme le dit la source, non comme une image, mais comme la description d'un climat de contrainte radicale. Le projet avance dans un univers où l'échec n'est pas seulement une déception technique, il peut devenir une affaire politique. Et quand la science travaille sous un tel regard, la peur n'est plus seulement le langage de la police. Elle pénètre les laboratoires, les bureaux d'études, les chaînes de décision, les calendriers eux-mêmes. Le résultat vient rapidement. En août 1949, la première bombe atomique soviétique explose sur le site d'essai de Semipalatinsk. Beria est personnellement présent. Ce détail est révélateur. Il ne suit pas l'opération de loin comme un simple superviseur administratif. Il est là au point de rencontre entre la volonté politique et l'aboutissement technique, comme pour s'assurer que le projet qu'il a dirigé devient enfin un fait. Pour Staline, c'est un succès immense, et il le récompense en conséquence. Beria reçoit le prix Staline de premier degré. La récompense n'est pas seulement honorifique. Elle signifie que l'homme des dossiers, des prisons et des appareils de sécurité devient aussi, officiellement, l'un des artisans d'un accomplissement stratégique majeur. Son image s'élargit. Il n'est plus seulement associé à la coercition. Il est désormais lié à la puissance technologique de l'État soviétique. Au début des années 50, il est au sommet.
Sa position institutionnelle le montre clairement. Il est vice-président du Conseil des ministres, il supervise les structures de force, l'industrie atomique et le renseignement. Peu d'hommes, dans l'histoire de l'Union soviétique, ont concentré à ce point des domaines aussi sensibles. La sécurité intérieure, l'information secrète, la ressource nucléaire, ce triangle lui donne une influence d'une nature particulière. Beaucoup de dirigeants ont un appareil. Lui en a plusieurs et tous touchent aux nerfs vitaux du régime. La source ajoute un autre élément, capital pour comprendre la peur qu'il inspire alors. Ces agents ont pénétré tous les ministères clés. Là encore, il ne faut pas imaginer seulement un réseau de police au sens classique. Il s'agit d'une présence disséminée, d'yeux et d'oreilles capable de remonter des informations depuis l'intérieur même de l'État. À ce stade, Beria n'est plus seulement un chef surveillant de l'extérieur. Il agit par capillarité. Sa puissance repose sur une circulation constante d'informations qui réduisent l'autonomie de tous les autres centres de pouvoir. Et cette puissance devient encore plus inquiétante à cause d'une rumeur persistante de l'époque que des documents déclassifiés ont, selon la source, ensuite confirmé. Presque tous les membres du Politburo auraient été écoutés, Staline compris. Il faut ici rester au niveau indiqué. Selon la source, les documents déclassifiés vont dans ce sens. Si cela est exact, la conclusion est vertigineuse. Cela signifie que Beria possédait potentiellement des matériaux compromettants sur les plus hauts responsables du régime, y compris sur celui qu'il avait promu. Staline le sait, ou du moins il sait que Beria sait trop de choses. Cette connaissance mutuelle empoisonne de plus en plus leurs relations dans les dernières années. Rien dans les faits retenus ici n'autorise à transformer cette tension en rupture ouverte. Mais le malaise est là. On imagine facilement ce que cela signifie dans un système bâti sur la méfiance. Tant que Beria est utile, il reste nécessaire. Mais plus il se rend nécessaire, plus il devient difficile à supporter. L'homme qui garantit le contrôle général finit par apparaître lui-même comme un risque à contrôler. Cette évolution devient particulièrement sensible au début de 1953. Staline, dans les dernières années de sa vie, prépare selon la source une nouvelle grande purge. L'atmosphère au Kremlin se charge de nouveau de menaces. En janvier 1953 éclate ce qu'on appelle l'affaire des médecins. Des médecins connus, pour la plupart juifs, sont accusés d'avoir comploté pour assassiner les dirigeants soviétiques. Dans le climat de l'époque, une telle annonce n'est jamais un simple dossier judiciaire. Au Kremlin, beaucoup y voient le prélude à une nouvelle vague de terreur. Le mécanisme est sans connu. On désigne un complot, on l'amplifie, on élargit le cercle des suspects, puis le système entier entre de nouveau en état d'épuration. La peur, qui n'avait jamais disparu, redevient immédiate. Chacun se demande jusqu'où ira la prochaine secousse. Un point reste disputé, et il faut le dire comme tel. Selon la source, certains analystes débattent encore de la possibilité que Beria lui-même ait pu figurer parmi les futures cibles. C'est une hypothèse discutée, non une certitude, mais le simple fait qu'elle existe est révélateur. Il montre à quel point, dans les derniers 20 mois du stalinisme, nul ne peut être considéré comme définitivement protégé, pas même l'un des hommes les plus puissants du régime. L'architecte de tant d'opérations pouvait-il à son tour se retrouver dans la ligne de mire d'une nouvelle purge ? Les historiens ne s'accordent pas pleinement, et la prudence s'impose. Mais la question suffit à éclairer le climat de cette fin d'époque. Ainsi, au seuil du printemps 1953, Beria se tient dans une position paradoxale. Jamais il n'a été aussi puissant. Il a traversé la guerre en renforçant son utilité. Il a pris en charge l'effort atomique jusqu'à son succès. Il contrôle des secteurs vitaux de l'État. Ses réseaux s'étendent dans tous les ministères essentiels. Il sait ce que les autres veulent cacher. Et pourtant, cette même accumulation de pouvoir le rend plus inquiétant que jamais pour ceux qui vivent autour de lui, et peut-être même pour Staline lui-même. C'est tout le paradoxe de sa trajectoire. Plus il devient indispensable, plus il devient dangereux. Plus il sert le système, plus il concentre de moyens qui dépassent la simple exécution. À ce stade, Beria n'est plus seulement un rouage supérieur, il ressemble à une charnière. L'état de sécurité, l'économie de guerre et la puissance atomique se croisent dans ses mains, et quand trop de lignes convergent vers un seul homme, le reste du sommet commence fatalement à se demander ce qu'il adviendra si cet homme frappe le premier.
La mort de Staline va justement ouvrir cet instant de bascule. En apparence, elle libère tous les prétendants. En réalité, elle les expose, car l'ombre du chef disparaît, mais l'appareil demeure avec ses dossiers, ses habitudes de peur et cet homme qui connaît les secrets de tous. Pendant 100 jours, le pouvoir soviétique va vivre dans une situation étrange. La dictature a perdu son centre, mais elle n'a pas perdu ses réflexes. Et dans ce vide soudain, Beria va avancer plus vite que les autres. D'abord comme le plus solide, puis pour ses rivaux, comme le plus menaçant. Le 5 mars 1953, à la datcha de Kuntsevo, quelque chose s'achève et presque au même instant, quelque chose de plus dangereux encore commence. La version officielle parle d'un AVC. Staline agonise, reste selon les récits plusieurs jours inconscient, tandis que les membres du Politburo se relèvent à son chevet. Cette scène, à elle seule, résume la nature du système. Même au bord de la mort du chef, ceux qui l'entourent ne se comportent pas comme des hommes libres devant une urgence médicale ordinaire. Ils hésitent, ils retardent, ils calculent. Après l'affaire des médecins, appeler trop vite, appeler mal, appeler les mauvaises personnes, tout cela peut être interprété comme un geste politique fatal. Dans cet univers, même sauver une vie peut ressembler à un acte de témérité. Beria est là, lui aussi, présent, observateur, participant. La mort de Staline n'est pas seulement un drame personnel au sommet, c'est un vide stratégique qui s'ouvre brusquement sous les pieds de tous ceux qui ont vécu des années dans l'orbite du chef. Selon des témoignages oculaires, notamment celui de Svetlana Alilouyeva, la fille de Staline, Beria se montre d'abord soulagée à l'instant de la mort, puis, presque aussitôt, près de la porte, reprend un visage endeuillé. Il faut manier ce type de témoignage avec prudence comme toujours, mais la scène est trop révélatrice pour être écartée. Elle montre non seulement un homme capable de se ressaisir en une seconde, mais aussi la vitesse avec laquelle, dans ce monde, l'émotion doit céder la place au rôle. Avec la disparition de Staline, la lutte pour le pouvoir commence immédiatement, même si elle ne se dit pas encore à voix haute. Au premier regard, Beria semble tenir la meilleure position. Et ce n'est pas une impression superficielle. Il possède des atouts contenus très concrets, peut-être les plus lourds de tous. En mars 1953, il fusionne le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Sécurité d'État en un seul ensemble gigantesque. Ce point est capital. Il ne s'agit pas d'un simple réaménagement administratif. Cette fusion concentre entre ses mains un appareil de coercition immense, unifié, plus redoutable encore parce qu'il recouvre à la fois la police, la sécurité et les mécanismes de surveillance. Et ce n'est pas tout. Beria contrôle aussi l'arme atomique. Il connaît les secrets de chacun. Il dispose encore de la force de ses réseaux, de son expérience, de son sang-froid, de sa réputation. Dans les premières semaines qui suivent la mort de Staline, il agit avec une assurance que les autres ne peuvent manquer de remarquer. Il paraît plus rapide, plus décidé, presque déjà en situation de commandement. Là où d'autres hésitent, lui avance. Puis il fait quelque chose d'inattendu. L'homme qui incarne depuis des années la machine répressive, lance une amnistie. Plus d'1,2 million détenus sortent des camps. Le chiffre est immense. Il signale un mouvement d'une ampleur qu'aucun observateur n'aurait spontanément attribué à Beria. Peu après, il met fin à l'affaire des médecins et la déclare fabriquée. Là encore, le geste était spectaculaire. Ce dossier empoisonnait les dernières semaines du stalinisme. Le dénoncer comme une fabrication, c'est désamorcer publiquement l'un des derniers grands instruments de peur du règne précédent. À première vue, on pourrait croire à une conversion, à une brusque modération, à l'émergence d'un réformateur inattendu. Mais ce serait une lecture trop simple, et surtout, ce n'est pas ainsi que ses rivaux le comprennent. Dans un système comme celui-ci, les gestes d'ouverture ne rassurent pas toujours. Ils peuvent inquiéter davantage, parce qu'ils révèlent une ambition plus vaste, parce qu'ils montrent que celui qui les accomplit ne veut pas seulement administrer l'héritage de Staline, mais redessiner le terrain sur lequel tous les autres devront désormais vivre. C'est exactement ce qui se produit. Beria ne se contente pas d'alléger certains mécanismes intérieurs. Il avance aussi sur un dossier extérieur d'une extrême sensibilité, l'Allemagne de l'Est. Il propose d'assouplir la ligne soviétique dans la zone orientale.
Selon la source, il va jusqu'à envisager une unification avec l'Allemagne de l'Ouest et l'abandon de la construction du socialisme en RDA. C'est une idée considérable, presque explosive dans le contexte de l'époque. Elle touche non seulement à la stratégie soviétique en Europe, mais à la légitimité même de l'ordre d'après-guerre. Et c'est là que la peur change encore de camp, ou du moins de forme. Jusque-là, les autres dirigeants pouvaient se dire que Beria était redoutable, mais inscrit dans la continuité du système. Désormais, José Carras, il apparaît capable d'initiatives politiques qui dépassent la simple gestion des organes de force. Il ne possède pas seulement la police, les archives et les leviers secrets. Il donne le sentiment de vouloir définir lui-même la nouvelle ligne générale du régime. Pour Malenkov, Molotov, Khrouchtchev et d'autres, c'est un signal d'alarme. Les trois noms sont essentiels, parce qu'ils résument différentes générations et différentes positions dans le sommet soviétique, mais une même conclusion finit par les rapprocher. Si Beria consolide son pouvoir, aucun d'eux ne survivra politiquement. Et peut-être pas seulement politiquement. La formule ici n'a rien d'excessif. Tous connaissent son passé, ses méthodes, sa patience. Tous savent ce qu'il est capable de faire à un rival une fois qu'il a le temps d'organiser sa chute. Khrouchtchev dira plus tard qu'à cette époque, il s'endormait chaque soir en se demandant s'il verrait le matin. Il faut recevoir ce souvenir comme un témoignage rétrospectif, avec la distance nécessaire. Mais il exprime très bien l'état psychologique du sommet. Il ne s'agit pas d'une rivalité ordinaire entre ambitieux. Il s'agit d'une lutte où chacun se demande s'il a encore quelques semaines à vivre politiquement, peut-être davantage. Dans un système construit sur les purges, la mémoire collective n'oublie rien. On sait comment les choses commencent. Un isolement, une accusation, une réunion fermée, puis la disparition. C'est le paradoxe le plus saisissant de ces 100 jours. Beria, en prenant des mesures que l'on pourrait dire libérales en apparence, ne calme pas ses collègues. Il les terrifie. L'amnistie ne leur inspire pas de gratitude. La clôture de l'affaire des médecins ne les apaise pas. Son audace sur l'Allemagne ne les impressionne pas favorablement. Au contraire, ils y voient la preuve qu'il agit déjà comme l'homme le plus libre de la scène, celui qui se sent assez fort pour corriger le stalinisme sans demander la permission. Or, un Beria réformateur peut être plus dangereux, à leurs yeux, qu'un Beria simplement policier. Le policier fait peur, mais on connaît sa fonction. Le réformateur disposant de la police, lui, ouvre une autre perspective, celle d'un homme capable de se présenter comme l'artisan d'un nouveau départ, tout en conservant les dossiers, les agents et les moyens de coercition hérités de l'ancien ordre. C'est une combinaison que ses rivaux jugent insupportable. Il faut aussi comprendre les mœurs du pouvoir soviétique à ce moment précis. Personne ne croit aux gestes désintéressés. Personne n'imagine que des décisions d'une telle portée seraient prises par pur souci de justice ou d'efficacité abstraite. Chaque mesure est lue comme un déplacement de force. Libérer plus d'1,2 million détenus, ce n'est pas seulement corriger une politique, c'est s'attirer des soutiens, changer le climat, apparaître comme le maître du tournant. Mettre fin à une affaire fabriquée, ce n'est pas seulement rétablir la vérité, c'est discréditer une méthode tout en montrant qu'on peut soit ouvrir et fermer les grands dossiers du régime. Proposer une nouvelle ligne en Allemagne, ce n'est pas seulement réfléchir à la géopolitique, c'est parler comme si l'avenir dépendait déjà de vous. Ainsi, chaque initiative de Beria, même lorsqu'elle semble desserrer l'étau du stalinisme, renforce la conviction de ses adversaires qu'il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Car eux le connaissent, ils connaissent pour sa manière d'attendre, d'accumuler des forces, de laisser l'autre se croire en sécurité, puis de frapper quand l'adversaire se relâche. La source insiste sur ce point, et c'est essentiel pour comprendre leur angoisse. Ils ne craignent pas seulement son pouvoir présent, ils craignent son style. Beria n'est pas un joueur nerveux, c'est un calculateur. Il n'a pas besoin d'un affrontement immédiat pour gagner. Il peut préparer, observer, recueillir, diviser, isoler, et lorsqu'il bouge, c'est souvent trop tard pour celui qu'il vise. Ses rivaux ont donc devant eux une équation presque impossible. Chaque jour sans arrestation semble d'abord être un répit. Mais ce répit est trompeur, car chaque jour où Beria reste libre à la tête de ses appareils lui permet aussi de consolider sa position, de cartographier les hésitations des autres, de mesurer qui est avec lui et qui ne l'est pas sans l'est pas. Le temps, dans un premier moment, paraît suspendu. En réalité, il travaille pour celui qui contrôle déjà le mieux les mécanismes de l'État.
Et pourtant, plus le temps passe, plus l'angoisse des autres augmente. Ils savent que s'ils attendent trop, ils perdront la seule chance de prendre l'initiative. Ils savent aussi qu'une coalition contre Beria sera toujours fragile. Chacun a ses propres ambitions, ses propres dossiers, ses propres peurs. Aucun ne peut être sûr de la loyauté totale de l'autre. Pour réussir, il faudra faire précisément ce que Beria rend presque impossible, créer du secret à l'intérieur d'un monde saturé de surveillance. Le combat devient donc inévitable, même s'il n'a pas encore pris forme. Ce n'est plus la question de savoir si l'affrontement aura lieu, mais qui frappera le premier. Beria, fort de ses ministères réunifiés, de son autorité sur l'arme atomique et de son image d'homme capable de corriger les derniers excès du stalinisme. Ou bien ses collègues du présidium qui le redoutent, le détestent parfois, mais savent qu'isolés ils ne peuvent rien. On imagine la tension dans les couloirs, les silences plus longs que d'habitude, les conversations prudentes, les regards qui essaient d'en aisant de ne rien laisser paraître. Le système n'a pas changé de nature avec la mort de Staline. Il a simplement perdu son arbitre suprême. Et quand l'arbitre disparaît d'un tel univers, chacun devient à la fois acteur, suspect et cible potentielle. Beria, à cet instant, ressemble à l'homme le mieux placé pour l'emporter. Il a l'appareil, il a l'expérience, il a l'audace, il a la réputation de n'avoir peur de rien. Mais cette position dominante produit en même temps l'effet inverse. Elle soude peu à peu contre lui des hommes qui, sans lui, se seraient peut-être combattus plus tard entre eux. La peur qu'il inspire devient le seul ciment possible de ses adversaires. C'est ainsi que se prépare la conspiration. Non dans l'enthousiasme, mais dans la nécessité. Non dans la certitude de la victoire, mais dans la conviction qu'il n'existe plus d'autre issue. Ceux qui vont bientôt se réunir secrètement ne le feront pas, parce qu'ils sont plus courageux que la veille. Ils le feront parce qu'ils se sentent déjà condamnés s'ils ne tentent rien. Les semaines de mai et de juin 1953 vont alors prendre la forme d'un compte à rebours silencieux. Il faudra choisir les alliés, contourner les informateurs, gagner les hésitants, trouver une force capable d'arrêter un homme protégé par sa propre garde et par le ministère qui contrôle Moscou. À ce stade, une évidence s'impose. Sans l'armée, rien n'était possible. Et c'est vers elle, vers ces maréchaux, vers l'un des symboles les plus prestigieux de la victoire soviétique, que les conspirateurs vont se tourner. Le piège commence là. Pas encore dans la salle de réunion du Kremlin, pas encore dans la phrase qui fera basculer le destin de Beria, mais dans cette certitude glacée partagée par ses rivaux. S'ils attendent davantage, ils seront perdus. Alors, pour la première fois depuis des années, ceux qui ont vécu sous sa surveillance vont tenter de lui opposer une chose qu'ils croyaient avoir neutralisée partout, le secret. En mai et en juin 1953, la conspiration prend forme comme elle le doit dans un tel système, non pas en grand comité, mais par fragments, par approche prudente, par conversations séparées. Khrouchtchev ne réunit pas tous les futurs participants en même temps. C'eût été trop risqué. Beria a des informateurs partout, et tout le monde le sait. Alors on avance par cercles étroits. Khrouchtchev voit successivement Malenkov, Molotov, Bulganin, Kaganovitch, Voroshilov. À chacun, il présente la même idée, qui paraît d'abord insensée. Si personne n'agit, Beria les éliminera un à un. La première réaction est qu'elle a peur, presque la panique. L'opération paraît folle, peut-être suicidaire. Comment surprendre l'homme qui passe sa vie à surprendre les autres? Comment prendre de vitesse celui qui règne précisément par l'information préalable? Tous ont la même objection. Beria apprendra tout avant l'heure. Il l'apprend toujours. Il sait toujours. C'est sa force depuis des années. Entrer en lutte contre lui, c'est presque accepter d'avance une condamnation. Khrouchtchev insiste pourtant. Selon la logique de la source, il n'y a plus d'alternative. Attendre, c'est lui laisser le temps de consolider le ministère unifié, de repérer les hostiles, de monter ses propres dossiers, puis de frapper. Malenkov hésite le plus longtemps. On comprend pourquoi. En cas d'échec, il sera l'un des premiers à payer. Peut-être le premier. Il finit néanmoins par accepter. À partir de là, le complot cesse d'être une idée désespérée. Il devient un plan. Mais un plan encore insuffisant, car pour arrêter Beria, il ne suffit pas d'obtenir l'accord de quelques dirigeants civils. Sa garde personnelle compte des centaines d'hommes armés, personnellement loyaux. Le MVD contrôle Moscou. Tant que cet appareil reste intact, toute tentative d'arrestation peut tourner court en quelques minutes. La clé est donc l'armée.
Khrouchtchev se tourne vers Gueorgui Joukov. Le choix a une portée symbolique et pratique à la fois. Joukov n'est pas seulement un militaire prestigieux, il est le maréchal de la Victoire, l'homme associé à la capitulation allemande de 1945. Son nom porte un poids que peu d'autres peuvent égaler. Et surtout, entre lui et Beria, l'hostilité est ancienne. Après la guerre, Tchamson-Dauphin Beria a poussé à sa disgrâce, l'accusant de bonapartisme et de gonfler son propre rôle dans la victoire. Joukov a été envoyé dans des commandements secondaires, d'abord à Odessa, puis dans l'Oural. L'humiliation n'a pas été oubliée. Quand Khrouchtchev lui présente le projet, Joukov répond « Osvorokvar » Prozefto. Cette phrase, rapportée par la source, marque le véritable point de non-retour. Une fois l'armée engagée, la conspiration n'est plus seulement un accord politique entre hommes terrorisés. Elle acquiert un bras capable d'exécuter. Dans les derniers jours, d'autres maréchaux et généraux sont associés à l'opération. La méthode reste la même, information minimale, au dernier moment, mission précise, afin d'éviter toute fuite. Chacun reçoit son rôle sans vision complète d'ensemble. Le secret ici n'est pas un raffinement, c'est la condition de survie de tous. Face à un homme qui a vécu de réseau et d'écoute, il faut réduire chaque parole au strict nécessaire. Le 26 juin 1953, une réunion ordinaire du Présidium du Conseil des ministres est fixée au Kremlin. C'est là que le piège doit se refermer. Beria ne se doute de rien, selon le fil de la source. Le matin même, des unités de la division Kantemirovskaya et de la division Taman entrent discrètement dans Moscou. Chars, transports blindés, infanterie, la présence militaire est réelle, mais elle doit rester aussi peu visible que possible jusqu'à la dernière minute. Les unités sont placées aux sorties, menant au Kremlin. Joukov donne personnellement les ordres. Rien n'est couché sur le papier. Tout se transmet oralement. À l'intérieur même du Kremlin, plusieurs maréchaux sont déjà en place. Détail saisissant, presque cinématographique, mais donné comme tel par la source. Des pistolets sont cachés dans leurs serviettes. La sécurité de Beria, elle, ne comprend rien avant l'instant décisif. C'est peut-être l'élément le plus révélateur de toute l'opération. Pour vaincre un homme construit par la prévoyance, il faut le faire tomber dans la routine, lui donner l'impression que rien n'a changé. Beria arrive à l'heure, cela aussi frappe les témoins et les mémorialistes, parce qu'il était souvent en retard, par démonstration de supériorité. Cette fois, il est ponctuel, sûr de lui, calme. La réunion commence normalement sous la direction de Malenkov. On traite quelques affaires courantes. Le décor du quotidien sert de camouflage au coup de force. Et puis soudain, Malenkov prononce la phrase convenue « Proponugé au Mouvitz Prave Berry ». Le silence qui suit dans les récits paraît presque physique. Beria regarde Malenkov, puis Molotov, puis Khrouchtchev. Tous le fixent. Personne ne baisse les yeux. À cet instant, il comprend que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Il demande « Kotomaznachit ?» La voix, dit la source, reste égale, mais le trouble devient perceptible. Il tend lentement la main vers sa serviette. Il y a un pistolet dedans. Il n'a pas le temps. Malenkov appuie sur un bouton de sonnette dissimulé sous la table. La porte s'ouvre, entre Joukov et plusieurs généraux, Moskalenko, Batitsky, Nedelin. Ils sont armés. Et Joukov lance alors la formule qui renverse toute la logique des 20 années précédentes. Borsacheres dokpitma, Beria jestesh areshtovani. Selon les récits rapportés, les mains de Beria se mettent à trembler. Malenkov dira plus tard avoir vu des larmes sous ses lunettes. La source va plus loin. Beria pleure. L'image est d'une force rare. Non pas parce qu'elle humaniserait soudain l'homme, mais parce qu'elle montre la collision brutale entre deux certitudes longtemps incompatibles, sa conviction d'être intouchable et la réalité d'un appareil qui, pour la première fois, se retourne contre lui. Il est emmené par une porte de service. À la porte du Kremlin, sa garde personnelle ne comprend toujours pas ce qui se passe. Les maréchaux semblent simplement l'accompagner. Quand la voiture démarre, un garde tente quelque chose. Il est aussitôt neutralisé. La rapidité de l'opération reste l'un de ses aspects les plus frappants. Tout a été pensé pour empêcher le moindre temps mort, la moindre seconde de flottement qui permettrait aux hommes du MFD de réagir. Beria est conduit non dans une prison de son propre ministère, ce qui aurait été trop dangereux, mais au quartier général du district militaire de Moscou, sur l'anneau des Jardins. C'est là qu'il est gardé pendant l'enquête, selon cette version des faits.
Le choix du lieu dit tout de la situation. Ses adversaires n'oseront pas le confier aux structures qu'il a lui-même façonnées. Pour le neutraliser, il faut le soustraire totalement à son monde. Le soir même, Joukov et ses hommes prennent le contrôle des principaux sites moscovites dépendant du MVD et les remettent à l'armée. Et c'est un autre point capital. Aucun coup de feu n'est tiré. Aucune unité fidèle à Beria ne se soulève. Pourquoi ? La source avance l'explication la plus vraisemblable dans son propre cadre. Soit personne n'ose, soit l'opération a été si rapide que personne n'a eu le temps de comprendre et de réagir. Peut-être les deux à la fois. Dans un système où l'initiative personnelle est mortelle quand elle n'est pas couverte par le sommet, les subordonnés peuvent se figer dès qu'ils perçoivent ce que le rapport de force s'était inversé. Le pays, lui, n'apprend l'arrestation que le 2 juillet, 6 jours plus tard. Pas de récit spectaculaire, pas d'explication détaillée. Une simple note annonce qu'il a été relevé de toutes ses fonctions comme ennemi du parti et du peuple soviétique. C'est la manière soviétique de refermer provisoirement le rideau. L'essentiel s'est joué ailleurs, dans le secret, et la population ne reçoit qu'une formule. L'enquête dure 6 mois dans le plus grand secret. Les accusations retenues sont lourdes, trahison, espionnage pour les services britanniques, banditisme, ainsi que de nombreux crimes de droit commun. Il faut ici garder la froideur de l'enquête et la prudence sur la nature des chefs. La source distingue elle-même 2 niveaux. D'un côté, des accusations manifestement politiques, formulées dans un système où l'on pouvait accuser presque n'importe qui de trahison. De l'autre, des faits présentés comme réels. Les enquêteurs établissent, selon la source, qu'il a personnellement participé à des tortures, à des arrestations illégales, à des falsifications de dossiers. Dans ses coffres, ils trouvent des listes de personnes qu'il comptait détruire. Presque tous les noms du Politburo y figurent. Cet élément, s'il est retenu comme tel par l'enquête citée, éclaire rétrospectivement la peur de ses collègues. Il ne croyait pas seulement à un danger abstrait. Il se pensait, peut-être à juste titre, déjà inscrit dans ses plans. Une autre découverte est faite à sa résidence de la rue Malaya Nikitskaya. Dans le sous-sol et le jardin, l'enquête relève des indices d'autres crimes. La source mentionne ici des faits d'abus sexuels commis pendant des années par Beria en utilisant son pouvoir contre des femmes. Elle évoque des viols attribués à des dizaines de victimes. Les chiffres varient, selon les sources, 39 femmes ou nettement plus. Selon certains historiens, parmi les victimes, il y aurait aussi des mineurs. Il faut rester sur ce terrain avec précision et retenue. Ce sont des éléments d'enquête et des évaluations historiques mentionnés comme tels, non un dossier clos sans débat. Mais un point dans le récit est accablant sur le plan moral et politique. Beaucoup au Kremlin le savaient et se sont tus pendant des années. Vient ensuite la séquence du procès. Selon la version officielle tardive, le procès se tient en décembre 1953, devant une session spéciale de la Cour suprême. La source mentionne le maréchal Koniev à sa présidence. Le procès dure plusieurs jours. Beria ne reconnaît aucun chef d'accusation. Il tente de se défendre, demande des témoins, invoque ses services peu à l'État, la bombe atomique, la défense pendant la guerre, les succès du renseignement. C'est une ligne classique dans ce type de chute. Rappeler son utilité passée comme si elle pouvait suspendre la logique politique qui l'a emporté. Le 23 décembre 1953, toujours selon cette version, la sentence de mort est prononcée. Beria demande à écrire au Présidium. On l'y autorise. Il écrit pendant des heures. Il implore la grâce, invoque sa maladie, propose n'importe quel travail au goulag, dans une mine, n'importe où. Aucune réponse ne vient. Selon cette même version, le même 23 décembre, dans le bunker du quartier général du district militaire de Moscou, le général Batitsky exécute personnellement la sentence. Une autre formule rapportée précise qu'à l'annonce de l'absence de grâce, Beria perd son sang-froid et se met à crier, et que Batitsky tire sans attendre. Le corps aurait ensuite été brûlé, les cendres dispersées, sans tombe et sans monument. Mais ici, la prudence n'était pas une simple précaution de style. Elle est indispensable. Les circonstances exactes de la fin de Beria restent disputées. Certaines versions affirment qu'il a été abattu dès le 26 juin, le jour même de l'opération au Kremlin, et que le procès de décembre n'aurait servi qu'à donner une façade juridique à une affaire déjà réglée.
D'autres versions soutiennent qu'il a bien été arrêté en juin, détenu, jugé, puis exécuté en décembre 1953. Les documents déclassifiés ont éclairé plusieurs points, mais les historiens s'opposent encore sur cette séquence décisive. On ne peut donc pas présenter une seule de ces versions comme une certitude absolue. Sa chute a des conséquences immédiates et des prolongements plus lents. En septembre 1953, Khrouchtchev devient premier secrétaire du comité central du PCUS. 3 ans plus tard, au 20e congrès, il prononce le fameux rapport secret sur les crimes de Staline. Commence alors ce que l'on appellera le dégel. Plusieurs centaines de milliers de prisonniers politiques sortent du goulag. Il serait pourtant trompeur de dire que la chute de Beria a détruit le système. La source suggère plutôt autre chose, elle a redistribué le pouvoir. Le mécanisme ne disparaît pas d'un coup, il change de main, change de rythme, change de langage. Zhukov, de son côté, devient ministre de la Défense, ce qui est présenté comme une récompense pour son rôle dans l'opération. Mais la logique du sommet soviétique reste ce qu'elle est. En 1957, Khrouchtchev l'écarte à son tour, par crainte de son influence. Malenkov est écarté dès 1955. Molotov, Kaganovitch, Voroshilov perdent eux aussi leur position dans les années suivantes. Les vainqueurs d'un jour ne sortent mieux qu'en jamais vraiment du jeu de dévoration mutuelle propre au système. La famille de Beria, elle aussi, paie le prix de sa chute. Son épouse, Nina Gegechkori, est arrêtée et passe plusieurs années en prison. Son fils, Sergo, ingénieur concepteur talentueux dans la technique des fusées, est licencié, privé de récompenses et de grade. Il change de nom, poursuit un travail scientifique sous une autre identité, vit longtemps et défend jusqu'au bout l'innocence de son père. Ce détail rappelle que les chutes soviétiques ne s'arrêtent presque jamais à l'individu principal. Elles rayonnent sur les proches, les effacent, les déplacent, les forcent à survivre autrement. Et puis il reste la maison. Le palais de la rue Malaya Nikitskaya existe toujours. Aujourd'hui, selon la source, il abrite l'ambassade de Tunisie. Aucune plaque, aucun signe mémoriel n'indique aux passants ce que ce lieu a représenté. C'est peut-être l'une des fins les plus soviétiques possibles. Un bâtiment demeure, l'usage change, la ville continue, et l'histoire la plus lourde se retire derrière les murs. Au terme de cette enquête, l'image qui reste n'est pas celle d'une justice triomphante. Ce serait trop simple et faux au regard du système. C'est plutôt celle d'un retournement interne, d'une opération de survie menée par des hommes qui redoutaient d'être les prochains. Beria, qui avait fait de la peur un instrument personnel de domination, a finalement été vaincu par une peur plus grande encore, celle qu'il inspirait aux autres au moment même où il semblait le plus puissant. Et c'est peut-être la dernière leçon de cette histoire. Dans les régimes construits sur le secret, les dossiers et la menace, nul n'est jamais complètement en sécurité, pas même celui qui tient les dossiers, les secrets et la menace. Le 26 juin 1953, selon la version la plus connue, quelques hommes ont réussi l'impensable, arrêter celui que tout le monde craignait. Mais même après sa chute, l'affaire n'a jamais cessé d'être entourée d'ombre. C'est sans doute pour cela qu'elle continue de fasciner. Non parce qu'elle offrirait un dénouement clair, mais parce qu'elle révèle, dans une seule journée et dans ses versions contradictoires, toute la vérité d'un système où personne n'était à l'abri et où le silence disait souvent plus que les verdicts.